Proche-Orient, le gouvernement israélien accepte sous condition le principe de l'accord avec le Liban mis au point par le secrétaire d'État américain. Après les manifestations d'étudiants qui ont dégénéré hier soir à Paris, notre dossier sur le malaise qui règne dans certaines facultés. Officiels, les carnets d'Hitler, révélés par un magazine allemand, sont des faux. Richard Anthony libéré, le chanteur s'est mis d'accord avec le fisc. Madame, Monsieur, bonsoir. 7 heures. Il aura fallu 7 heures de discussion aujourd'hui au gouvernement israélien au grand complet pour se résoudre à accepter le principe d'un accord dans lequel le chef de la diplomatie américaine joue sa crédibilité et celle de son pays. Mis au point au terme d'une navette incessante de 12 jours effectuée par George Shultz lui-même entre Jérusalem et Beyrouth, l'accord, dont on ne connaît pas officiellement le contenu, vise à normaliser les relations entre Israël et le Liban 11 mois après l'entrée des troupes israéliennes dans ce pays. De la même manière que l'entrée au Liban était considérée par le gouvernement Begin comme vitale pour la sécurité d'Israël, l'accord de principe n'a été arraché que sous réserve d'éclaircissements portant sur certains points épineux sur le plan politique et militaire. Et Washington a dû peser de tout son poids sur son allié israélien. L'analyse de Georges Bortoli met d'abord les faits à Jérusalem avec Charles Anderlin. Ce sont des ministres déçus qui ont à contre-cœur approuvé le projet d'accord israélo-libanais. Le ministre de l'Énergie, Yitzhak Modaï, par exemple, a tenu à souligner que s'il avait su que telle serait la conclusion de la guerre, il n'aurait pas voté son déclenchement ou au moins demandé à l'armée de s'arrêter sur la limite des 45 km. Mais le gouvernement israélien devait avant tout chercher à ne pas dire non aux États-Unis. Ce n'est certainement pas le moment de susciter une nouvelle crise avec Washington alors que Moscou réarme la Syrie. Et puis il fallait tenir compte de l'opinion publique israélienne qui prend mal les pertes subies par son armée au Liban. Cette semaine, 2 morts et 30 blessés. 480 soldats israéliens ont été tués depuis le début de la guerre au Liban. Selon un sondage publié aujourd'hui, la popularité du Likoud est en baisse très nette. Des élections maintenant donneraient le pouvoir au travailliste Shimon Peres. Alors 17 ministres ont voté pour un accord avec le Liban, un accord sur la fin de l'état de guerre, mais qui n'est pas la paix, ni même la normalisation des relations. Des pourparlers à ce propos doivent être engagés dans 6 mois. Mais ce texte, souligne-t-on à Jérusalem, restera lettre morte si l'OLP et les Syriens ne l'acceptent pas. Le ministre des Affaires étrangères, Yitzhak Shamir, a répété à plusieurs reprises qu'il n'y aura pas de retrait israélien sans départ des forces syriennes et palestiniennes du Liban. George Shultz a encore beaucoup de pain sur la planche. Le caricaturiste du Herald Tribune résumait hier, à sa manière, la mission Shultz au Proche-Orient. Comment va la négociation, George ? Demande le président Reagan. Et le secrétaire d'État Shultz, assis dans les décombres du Liban avec une barbe de plusieurs années, répond « J'ai dit que je resterai aussi longtemps qu'il le faudrait ». Il faut dire que la diplomatie américaine a un peu risqué sa crédibilité avec cette façon que George Shultz a eu de monter au créneau dans cette longue et difficile navette entre Beyrouth et Jérusalem. Alors ce soir, Jérusalem lui permet de sauver la face puisque Jérusalem s'affirme d'accord en principe avec le plan Shultz, en principe. Mais concrètement, quand les soldats israéliens rentreront-ils chez eux? Cela va dépendre, dans une large mesure, des Syriens, les autres grands occupants du Liban. Si les Syriens n'évacuent pas aussi, ou s'ils sont jugés trop menaçants, il est à craindre évidemment que l'évacuation israélienne ne soit pas complète. Or, les Syriens ne paraissent pas disposés aux accommodements. Ils ont hier rappelé leur présence puisque les bombardements qui ont fait 5 morts et 30 blessés dans Beyrouth partaient dans leur très grande majorité des zones qu'ils contrôlent, eux Syriens. Façon de rappeler que eux Syriens sont toujours là et pas pressés du tout d'abandonner leur zone d'occupation. Ajoutez à ce problème de fond d'autres problèmes, par exemple le rôle que les Israéliens voulaient faire jouer à leur allié, le commandant Haddad, à la frontière libano-israélienne, alors que le gouvernement libanais, au contraire, voulait réduire cette présence de Haddad. Vous voyez que M. Shultz n'est peut-être pas tout à fait au bout de ses peines. En tout cas, le président Reagan a téléphoné à M. Begin pour lui dire sa satisfaction. On ne connaît pas encore officiellement les concessions faites par Washington pour obtenir l'accord.
Probablement la levée de l'embargo américain sur les avions F-16 et surtout un engagement à ne pas négocier avec l'OLP. Monsieur Schulz est ce soir à Amman, en Jordanie, avant de tenter demain à Damas d'obtenir du président syrien des concessions peu probables sur la nature de la présence syrienne au Liban, car les troupes israéliennes ne sont pas les seules à continuer à occuper le Liban. Gérard Sebag. En jaune sur cette carte, les forces syriennes situées au nord et à l'est du pays. Il serait 60 000 hommes. Un renforcement notable de leur position a été observé ces dernières semaines, avec notamment du nouveau matériel fourni par l'Union soviétique. Arrivée en 1976 au Liban comme élément principal de la force de dissuasion arabe, elle devait mettre un terme à la guerre civile entre Libanais. Après leur évacuation de Beyrouth en août 82, le gouvernement libanais a demandé la fin de cette force de dissuasion. Deuxième force, les Palestiniens, imbrigués dans les lignes syriennes et surtout dans la vallée de la Beka, autour de Baalbek, près de 9 000 hommes qui ne coopèrent pas toujours avec les soldats syriens qui, eux, respectent le cessez-le-feu. À partir de leur position, les Palestiniens lancent des attaques de petits commandos contre les unités israéliennes. Troisième armée, elle en bleu, les Israéliens, près de 85 000 soldats qui contrôlent le sud du pays jusqu'à une ligne de démarcation constituée par la route Beyrouth-Damas. Eux aussi ont depuis plusieurs semaines consolidé leur position face aux Syriens. Pour les Israéliens, l'enjeu des négociations était le maintien d'une zone de sécurité d'une quarantaine de kilomètres qui permettrait d'assurer la sécurité totale sur leur frontière nord. Le sort de l'accord israélo-libanais dépend donc maintenant de l'attitude de Damas. Près de 150 blessés, policiers et étudiants, une centaine d'interpellations, 5 voitures incendiées et d'autres dégâts matériels. La nuit dernière a été chaude à Paris, où la manifestation organisée par la Coordination nationale des étudiants contre le projet Savary de l'enseignement supérieur, la manifestation a dégénéré tard hier soir au quartier latin. Des affrontements violents se sont produits entre les forces de l'ordre et des noyaux très organisés, manifestement d'extrême droite, qui, sans respecter l'ordre de dispersion donné par les organisateurs, ont changé la nature d'une manifestation qui, pour la plupart des étudiants, se voulait modérée et apolitique. Il est vrai que le mouvement qui, pour la 3e fois en 10 jours, a mené les étudiants dans la rue, touche principalement les universités de droit et de sciences économiques, où la gauche étudiante est traditionnellement faible. Mais au-delà des clivages politiques dans lesquels une minorité d'étudiants se reconnaissent, un malaise réel règne dans certaines facultés, dont celle de Malakoff, la première à se mettre en grève et dont Lorraine Cusin a tâté le pouls aujourd'hui. État-major de crise cet après-midi à la faculté de droit de Malakoff, d'où est parti le mouvement de grève qui touche la quasi-totalité des universités de droit. Présents à cette réunion, des étudiants, des magistrats, des avocats, des professeurs. Leur but, comme les médecins il y a 2 mois avec Solidarité médicale, constituer un mouvement professionnel contre le projet Savary. Ils demandent que la loi tienne compte de la particularité des études juridiques. Leur bête noire, les 2 premières années d'études définies par le projet. Le premier cycle d'études laisserait, selon eux, une moins grande part aux disciplines juridiques traditionnelles. La formation des 2 premières années serait trop générale. On n'a pas le temps de l'être et il n'est plus le temps de l'être. Nous craignons le pire avec une formation générale pendant 2 ans, toutes disciplines confondues, qui tuerait totalement la spécificité des études juridiques. Il en résulterait que les étudiants devraient faire des études de droit pendant les 2 années qui suivent et ce serait nettement insuffisant, ce serait une dévalorisation des diplômes juridiques. Les avocats, les magistrats, les futurs avocats, les futurs magistrats ne seraient pas formés. Alors quelle va être la justice si les étudiants ne sont pas suffisamment formés, quels sens seront les décisions qui seront rendues? Vous ne croyez pas que la loi s'adresse aussi à certaines personnes qui viennent faire du droit un petit peu en touriste, qui ne savent pas pourquoi ils sont venus en fac de droit? Il y en a beaucoup malgré tout. Oui, il y en a beaucoup qui ne savent pas pourquoi ils sont venus en fac de droit. C'est pour ça qu'il faut absolument que la première année reste une année juridique, parce que ces étudiants auront le temps, d'ici quelques mois, de s'apercevoir qu'ils se sont trompés d'orientation. Alors que si on les fait commencer le droit en 3e année, eh bien, ils auront perdu 2 ans. Cette inquiétude sur l'avenir des études juridiques n'est pas partagée par tous. En effet, plusieurs professeurs considèrent que la loi ne signe pas l'arrêt de mort des facultés de droit.
Ont-ils raison? Eh bien, je pense qu'ils oublient comment sont constitués les enseignements et comment est défini le contenu de ces différents enseignements. En réalité, il faut savoir que ces enseignements, en raison de la loi d'autonomie, ces enseignements sont définis par les organes de chaque établissement, de chaque faculté, c'est-à-dire des institutions où siègent des étudiants, des enseignants et des représentants du personnel administratif. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes assez grand? C'est nous, c'est-à-dire l'ensemble de la collectivité universitaire qui va définir les diplômes. Et il y a fort à parier, au moins pour ma faculté, que les 2 premières années à venir ressembleront beaucoup aux 2 dernières premières années. Reste que les nouveaux conseils d'université pourraient comprendre jusqu'à 40% de personnalités extérieures à l'établissement. Et sur ce point, la critique est unanime. À l'opposé des facultés où le projet du ministre de l'Éducation nationale entretient l'inquiétude des étudiants sur leur sort universitaire et professionnel, il existe des disciplines où un aspect au moins de la réforme Savary est déjà entré dans les faits. Il s'agit de la professionnalisation qui a pour but de mieux brancher les étudiants sur leurs activités futures. C'est le cas à Toulouse, comme l'a constaté Dominique Laury. Alors, comment répondre? Savez-vous quelle est la session la plus courue de cette université? Celle de la préparation au premier emploi. Ici, des étudiants de 4e année apprennent à répondre adroitement à une petite annonce. Comment rédiger efficacement un curriculum vitae? Comment mettre en valeur sa formation devant un futur employeur? À transcrire des informations concernant l'entreprise. Mais c'est important, c'est ce qui est peut-être le plus important. Bon, on n'apprend pas à le faire. Les autres, dans les écoles, dans les IUT, ils apprennent à le faire. Bon, ils apprennent à se mettre en valeur. Nous, il faut qu'on se démerde pour pouvoir trouver le plus qu'il faut pour avoir un boulot face à ces gens-là. C'est atroce, mais c'est comme ça. Cette réflexion souligne bien l'inadaptation des universités au monde du travail. La professionnalisation, élément moteur de la réforme, a pour objectif, selon Alain Savary, de former des étudiants qui pourraient obtenir un emploi à la fin des études. À vrai dire, ici comme dans beaucoup d'universités scientifiques, la professionnalisation a déjà une certaine réalité. Ainsi, de nombreux enseignants suivent des stages de formation à l'informatique. Priorité au diplôme, favorisant l'insertion professionnelle, stage en entreprise, ouverture de nouvelles filières selon les besoins de l'industrie. Exemple, ce nouveau diplôme de robotique a été créé à la suite d'une étude de marché menée auprès de 300 entreprises. Et ces étudiants n'auront guère de problème d'emploi. 50% ont trouvé définitivement des places dans l'industrie automobile, aérospatiale, sociétés informatiques, électroniques, même des sociétés de pétrole. Et les 50 autres pourcents sont chercheurs temporaires, comme moi par exemple. Dans ce laboratoire de microélectronique, les étudiants conçoivent, réalisent et testent les circuits intégrés, ce qu'on appelle aujourd'hui les puces électroniques. Formation de techniciens supérieurs en 2 années et d'ingénieurs en 5 ans. Incontestablement, un secteur de pointe de l'industrie. Je crois qu'il est essentiel d'ajouter que les étudiants qui passent dans cet atelier n'ont aucun problème de déboucher, dans la mesure où le bilan de la balance des emplois en microélectronique est très négatif et qu'il faudrait 300 spécialistes supplémentaires par an pour répondre aux seuls besoins nationaux. 2 exemples qui pourraient montrer que dans certaines universités scientifiques, la professionnalisation a précédé les textes. On est loin, il est vrai, des difficultés des universités à dominante droit, lettres et sciences économiques qui, elles, offrent, il est vrai, peu de débouchés. Et pourtant, parce qu'on a peur de l'avenir, la réforme, là aussi, inquiète. Notamment le concours d'entrée dans le second cycle, considéré comme une sélection, et la participation des représentants socio-professionnels dans les conseils d'université. L'agitation estudiantine, en tout cas, ne s'apaise pas. Les étudiants pourraient durcir leur action, déclare dans un communiqué la coordination nationale contre le projet Savary. À leur tour, les étudiants en pharmacie en grève ont manifesté cet après-midi à Paris. Ils recommenceront lundi et dans plusieurs villes de province, l'agitation continue.
L'Assemblée nationale a très rapidement adopté aujourd'hui le projet de loi cher à M. Defferre visant à supprimer les appareils de jeu dans les cafés et autres lieux. Le ministre de l'Intérieur précise que les jeux d'adresse manuels ou automatiques, la loterie ou les casinos ne sont pas concernés, mais les jackpots, pokers électroniques et autres jeux de hasard sont désormais totalement interdits en France. Hier soir, c'est par 330 voix contre 0 que le projet de loi sur l'indemnisation des victimes d'infractions a été voté. Le Parti socialiste dénonce aujourd'hui ce qu'il appelle le double langage de l'opposition qui n'a pas pris part hier ni au vote ni au débat d'une loi qui pourtant améliore la protection du citoyen. Il en coûtera à l'État quelques 24 millions de francs prévus dans le prochain budget du ministère de la Justice pour indemniser désormais des victimes innocentes qui jusqu'ici ne pouvaient espérer aucun dédommagement. Deux exemples édifiants découverts par Michel Ferrand. Cécile Vion a 12 ans. Elle habite avec ses parents dans une HLM de la banlieue de Chalon-sur-Saône. L'année dernière, une fête foraine s'installe ici même, devant l'immeuble, pour les fêtes de l'Ascension. Cécile, ici à gauche, profite du congé du mercredi pour y faire un tour avec une amie. Soudain, sur un manège, une bagarre éclate. Cécile se trouve à proximité. Et puis, après, ils sont sortis du manège pour aller se battre. Puis nous, on a été voir. Et puis, il a pris un projectile sur le banc. Puis, il a voulu le jeter sur l'autre. Et c'est moi qui l'ai reçu. Tu l'as reçu où, alors, précisément? Dans l'œil. Oui. Et j'ai cru que je l'avais perdu. Au point de vue acuité visuelle, il lui reste qu'un 20e, mais elle voit pratiquement rien, quoi. Elle voit que le jour. Et puis elle était traumatisée, à la fois même dans ses petites études scolaires, et puis elle en a conservé de graves séquelles physiquement. Alors vous avez porté plainte contre X? Contre X, oui. Et dans quel but? Bien dans le but déjà de rechercher l'auteur des faits. Il était indispensable de retrouver l'auteur de... Ah oui. Sinon, il n'y a aucun dédommagement. Sinon, moi j'ai une assurance chef de famille, c'est uniquement si mes enfants font du mal à une autre personne, mais pour eux-mêmes, il n'y a rien qui nous couvre. Une enfant a donc pratiquement perdu l'usage de son œil gauche. Et pourtant, au terme de la loi actuellement en vigueur, comme l'accident n'a pas eu de graves conséquences sur le budget de la famille, ses parents ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Cependant, grâce au projet de loi déposé aujourd'hui, Cécile, comme toute personne ainsi atteinte dans son intégrité physique ou mentale, pourra obtenir une indemnisation de la part de l'État. Autre volet de ce projet de loi, de nombreux parents divorcés ont toujours beaucoup de difficultés à obtenir de leur ex-conjoint le paiement d'une pension alimentaire. Monique est divorcée depuis février 1979. Le jugement lui accorde une pension alimentaire de 900 francs pour ses 3 enfants. Son ex-mari s'est toujours organisé de façon à disparaître ou se rendre insolvable. Depuis 4 ans et demi, elle n'a jamais rien touché. Est-ce qu'ils ont tenté de le rechercher aussi? Ils ont tenté par les gendarmes. Ils ont même envoyé les dossiers à Marseille où on l'avait retrouvé. Ensuite, quand ils sont rendus à son adresse, il n'était déjà plus là. Ensuite, je suis retournée chez l'huissier de justice pour pouvoir, comme il était en maladie, faire saisie sur la sécurité sociale. Et en sécurité, il ne faisait plus partie de la sécurité sociale. Ça a toujours été comme ça. Et pas moyen de saisir sur un salaire quand il a bien eu des employeurs à un moment ou à un autre? Eh bien, dès qu'on a essayé de faire une saisie, donc on est obligé de le mettre au courant. Donc il quittait l'employeur. Donc j'ai jamais pu avoir de pension, quoi. L'application du projet de loi devrait permettre à Monique de porter plainte pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. Le juge d'instruction pourra, dans le mois qui suit, contraindre son ex-mari à payer la pension en le plaçant, s'il le faut, en détention provisoire. Et le tribunal pourra le condamner, lui et ses éventuels complices, à des peines pouvant aller jusqu'à 120 000 francs d'amende et 3 ans d'emprisonnement. L'opposition face au climat politique et social, contrairement au président du RPR, Jacques Chirac, qui ponctue son mutisme de propos très mesurés, contrairement aussi à l'ancien Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, tout aussi mesuré hier soir dans notre journal, Claude Labbé, président du groupe RPR à l'Assemblée nationale, continue d'élever la voix. Il n'a pas mâché ses mots tout à l'heure dans notre journal de 12h45. Il a invité une nouvelle fois le chef de l'État à se retirer. Écoutons-le. Se démettre, ça veut dire quoi?
comme on sait bien qu'il ne se soumettra pas. Il en a donné d'ailleurs beaucoup de preuves. Mais ça veut dire qu'il s'en aille. Alors qu'on prenne des termes modérés ou qu'on prenne des termes plus forts et plus directs, il y a beaucoup de gens en France qui pensent que le changement nécessaire passe par le départ des hommes. Et notre comportement, lui, alors c'est ce qui compte, il est parfaitement démocratique, il est parfaitement calme et apaisé. Et je pense que aussi bien Jacques Chirac que moi-même, nous sommes tous les deux convaincus que la violence, que le désordre, que des émeutes éventuelles ne servent pas notre politique. Aussi, nous sommes tout à fait d'accord l'un et l'autre pour dire qu'il faut calmer le jeu dans la rue. Mais par contre, qu'il faut peut-être activer, en tout cas maintenir la tension dans le jeu démocratique et dans les débats. Du côté de la majorité, le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre pour un tour d'horizon commun de l'agitation économique et sociale. Rigueur oblige, le ministère de l'économie réduit le budget de l'État de 1%, soit 7 milliards de francs de crédits de paiement qui sont ainsi annulés. La santé du franc, légèrement vacillante aujourd'hui après la reprise d'hier, 7 francs 36 pour $1, 3 francs 01 pour un mark. Le président Mitterrand poursuit son voyage en Chine, étape touristique ce matin dans le nord du pays, à Xi'an, l'ancienne capitale impériale où M. Mitterrand a pu admirer les gigantesques guerriers de terre cuite qui depuis 2000 ans montent la garde autour de l'empereur. Ce soir, M. Mitterrand est l'hôte à dîner à Nankin d'une femme, le premier gouverneur féminin d'une province chinoise. Beaucoup d'émotions, des cris de vengeance, les bannières de solidarité et le drapeau polonais. 5000 personnes ont assisté ce matin dans la banlieue industrielle de Cracovie, à Nowa Huta, aux obsèques de l'ouvrier de 29 ans tué par la milice dimanche dernier lors de la manifestation organisée par le syndicat dissous. Par ailleurs, l'Union soviétique a lancé aujourd'hui une sévère mise en garde aux autorités polonaises par le biais de la revue Temps Nouveau qui a indirectement accusé le vice-premier ministre polonais Rakowski d'avoir autorisé la publication de textes jugés hostiles à l'idéologie communiste dans la revue polonaise dont il était auparavant le directeur. Une mise en garde qui souligne l'étroite marge de manœuvre qui reste celle du régime polonais par rapport au Kremlin. 15 jours de battage publicitaire, 15 jours de polémique entre historiens de tous bords, quelques contrats juteux conclus par l'hebdomadaire allemand Stern, et pourtant, c'est aujourd'hui officiel, les carnets intimes d'Adolf Hitler sont bien des faux. Le ministre ouest-allemand de l'Intérieur l'a confirmé aujourd'hui. De Bonn, Michel Meyer. Le fameux coup journalistique du Stern n'est donc plus, on s'en doutait dès le début, qu'un sordide scandale de presse. La prétendue écriture d'Hitler n'est donc plus que la géniale calligraphie d'un faussaire, d'un ou de plusieurs manipulateurs qui avaient tout de même confondu, il faut le faire, le A gothique d'Adolphe avec un H. Plus grave encore, une analyse chimique effectuée dans ce laboratoire a établi que le papier de ces carnets intimes du dictateur ont été fabriqués dans l'après-guerre. Après examen d'échantillons, le chimiste Arnold Renz a établi que le papier supportant la soi-disant écriture d'Hitler n'était qu'un faux. Pour cet expert, ce papier contenait une substance qui n'est plus utilisée depuis 1950 pour la fabrication du papier. Dans la documentation du Stern et en pleine connaissance de cette expertise, il n'y avait pas trace de cet avis, et encore moins de l'intégralité du jugement négatif du docteur Renz. Peut-on alors parler d'une falsification du Stern pour compléter celle des faussaires? Gerd Heidemann, le limier du Stern, en a perdu sa crédibilité et on comprend mieux pourquoi il a longtemps tenu à conserver sa trouvaille ou prétendue trouvaille dans le coffre d'une banque suisse. S'est-il montré trop complaisant envers ses contacts d'une vieille camaraderie nazie soucieuse d'humaniser l'image d'Hitler? L'enquête des experts du gouvernement de Bonn coupe court en tout cas aux effets de gloriole des journalistes du Stern et signe le début de la fin d'un regain d'intérêt plutôt malsain pour la chose nazie.
Et je l'apprends à l'instant, Stern, l'hebdomadaire Stern, a décidé d'arrêter la publication des carnets intimes d'Hitler. Paris Match, qui avait acheté l'exclusivité des droits pour la France, a aussi décidé d'en arrêter la publication. Dans un entretien à François Magazine, Madame Simone Veil pose la vraie question à propos de ces publications. Qui cherche à récupérer l'histoire et pourquoi ? Sinon pour tenter de banaliser le génocide des Juifs. Madame Veil, qui reste la personnalité la plus populaire dans les rangs de l'opposition, sortira de la réserve qu'elle a observée jusqu'ici sur le plan politique pour dresser en direct dans notre journal dimanche prochain un bilan de l'action de la gauche 2 ans après son arrivée au pouvoir. Richard Anthony est à nouveau un homme libre. Il a quitté cet après-midi la maison d'arrêt de Pontoise où il était incarcéré depuis lundi pour avoir oublié de payer ses impôts. Dominique Thiers. Belle bousculade cet après-midi devant la maison d'arrêt de Pontoise. Photographes, badauds, écoliers, tout le monde espère entrevoir le chanteur. Il a presque fallu 4 jours à sa femme, Sabine, pour assembler les 300 000 francs de caution exigés par le ministère du Budget. Mais il reste encore 150 millions de centimes à payer. La famille Anthony a trouvé un accord avec l'administration qui s'est montrée, semble-t-il, compréhensive après avoir marqué le coup. Richard Anthony n'a plus le succès d'autrefois et il devra travailler, beaucoup travailler, pour rembourser cette ancienne dette. À une époque, entre 71 et 73, le fisc a découvert que j'avais dépensé pas mal d'argent, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et que mes revenus ne correspondaient pas à cette époque à mes dépenses d'argent. Or, j'ai toujours discuté cette imposition, parce que ce redressement plutôt, parce que je dépensais de l'argent qui avait déjà subi l'impôt. J'avais déjà payé des impôts sur ces sommes que je dépensais, mais au vu de ces dépenses, le fisc a estimé que j'avais plus de revenus que j'en avais réellement à cette époque. Est-ce que votre prochain 45 tours, les bénéfices de ce 45 tours pourraient justement servir à rembourser cette dette? Certainement, tout le travail que je vais être obligé de faire maintenant pour rembourser cette dette seront au bénéfice de l'État, certainement, parce que quand vous devez 150 millions de centimes au fisc, dites-vous bien qu'il faut que vous en gagniez au moins 300 millions de centimes pour les payer, puisque vous devez payer de toute façon 50% de ce que vous gagnez. L'une est brune, l'autre est blonde. Elles ont fait un enfant ensemble avec la complicité du mari de l'une d'elles. Les 2 sœurs jumelles de Montpellier, l'une stérile et l'autre pas, ont maintenant un fils. Il s'appelle Stéphane. Prochainement, dans Dimanche Magazine, vous pourrez suivre un reportage complet sur cette extraordinaire histoire d'amour entre 2 jumelles. Pas de rigueur pour le football. Les dirigeants du football professionnel français, déçus par l'absence de propositions concrètes du ministère des Finances, ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre le plan d'austérité que Jacques Delors leur demande pour la saison prochaine. Ce soir, 34e journée du championnat de France, peut-être la passation de pouvoir. Nantes, près de devenir champion, jouera à Monaco, le tenant du titre. Les autres rencontres à suivre, Auxerre, Bordeaux et Toulouse, Paris Saint-Germain. Bernard Hinault, enfin vainqueur de la 17e étape du Tour d'Espagne aujourd'hui. Il est à nouveau porteur du maillot jaune. C'est sans doute la meilleure réponse que notre champion pouvait apporter à ses partisans déçus et à ses détracteurs espagnols. La presse espagnole l'accuse depuis 3 jours de s'être associé avec l'Italien Saroni et le public le siffle et parfois le bouscule. Ces 2 derniers jours de course s'annoncent en tout cas difficiles. Roger Zabel. Que 2 hommes ou même 2 équipes se mettent d'accord pour contraire une 3e équipe ou même geler une course, cela n'a rien de très nouveau. Les épreuves cyclistes, le sport cycliste est ainsi fait que les associations, même si elles sont interdites, demeurent inévitables. Pour les coureurs espagnols de ce Tour d'Espagne, il y avait dès la première étape 2 hommes à abattre, Bernard Hinault et Giuseppe Saroni. Ces 2 hommes, dans leur malheur, se sont peut-être retrouvés ou même associés, si l'on en croit, un homme digne de foi, notre confrère de l'équipe, Pierre Chani. De son côté, la presse espagnole, depuis le départ du Tour d'Espagne, n'a cessé de dénoncer cette association, d'où des réactions condamnables d'un public qui n'a certainement pas besoin que l'on excite sa fibre nationaliste. Tout le long du parcours, on m'a craché dessus et ça, je suis déçu de la part du public. Je crois que nulle part ailleurs, j'ai encore vu ça. En fait, et on le comprend, Bernard Hinault est en colère et lorsqu'on sait que c'est un homme pour qui une bonne montée d'adrénaline décuple les forces, on peut penser que les choses ne se présentent pas si mal pour lui à 2 jours de l'arrivée. Bernard Hinault, vainqueur aujourd'hui, en d'autres termes, ça s'appelle un très joli pied de nez.
Les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain à Évry, vous pouvez les lire, le 13, le 3, le 11, le 4, le 5, l'As et le 2. La rédaction d'Antenne 2 mobilisée pour vous faire vivre le Festival de Cannes. La grande fête du cinéma commence demain et l'équipe d'Antenne 2 Midi est déjà en place avec Jerry Lewis qui sera demain l'invité de notre journal de 12h45. Demain soir, France Roche qui descend très bien les escaliers fera à sa manière un bilan des nombreux festivals qu'elle a déjà vécus et nous recevrons en direct Robert De Niro. Beaucoup de cinéma en perspective dans toutes nos éditions. Alain Gillot-Pétré, rapidement le temps demain. Eh bien, la situation est bloquée. Regardez la photo satellite. Ces nuages-ci sont bloqués sur le centre de la France et ceux-ci vont les rejoindre demain. Donc la carte est très pessimiste. C'est chargé pour demain matin, demain après-midi. Baromètre et thermomètre en baisse. Des Pyrénées au centre, au bassin parisien et aux Ardennes, mauvais temps avec localement des orages. À l'est, beaucoup de nuages aussi, sauf sur la côte d'Azur et en Corse où il fera beau. Des orages l'après-midi et le mauvais temps qui va gagner. Sur l'ouest, c'est un ciel variable avec des averses près des côtes de la Manche. Ce mauvais temps va se décaler vers l'est dimanche et dimanche après-midi, il devrait faire beau sur l'ouest. Les températures évidemment sont en baisse, minimum 16 degrés, maximum 24 degrés. Ça reste tout de même convenable. Demain, c'est le samedi 7 mai, 3 minutes de soleil en plus, levé 6h23, couché 21h12, c'est la Sainte Gisèle, mais je ne vous la danserai pas. À 22h50, Claude Sérillon. Demain, 12h45, Antenne 2 Midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.